Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des questions géopolitiques les plus cruciales qui façonnent l'avenir de la région des Grands Lacs africains, la succession de Paul Kagame et le rôle stratégique que joue Washington dans cette transition imminente. Depuis plus de 3 décennies, Paul Kagame incarne le Rwanda moderne. Homme fort du pays depuis 1994, président depuis 2000, il a transformé ce petit pays enclavé, encore traumatisé par le génocide, en ce que certains appellent le Singapour de l'Afrique. Mais aujourd'hui, à 67 ans, face à des sanctions internationales croissantes et une pression diplomatique sans précédent, la question n'est plus de savoir si Kagame quittera le pouvoir, mais quand et surtout qui prendra sa place. Et c'est précisément là que Washington entre en jeu avec une stratégie méticuleusement orchestrée. Première partie, l'anatomie d'une pression internationale, les sanctions, plus qu'une simple punition. Commençons par comprendre le contexte actuel. Les sanctions imposées au Rwanda ne sont pas apparues du jour au lendemain. Elles sont le résultat d'une accumulation de tensions liées au rôle présumé de Kigali dans le soutien du M23 en République démocratique du Congo. En 2022, le département d'État américain a suspendu une partie significative de son aide militaire au Rwanda. L'Union européenne a emboîté le pas, gelant des centaines de millions d'euros d'aide au développement. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces sanctions ne visent pas à détruire l'économie rwandaise, elles sont chirurgicalement précises, ciblant les leviers de pouvoir tout en préservant les institutions civiles. Pourquoi cette nuance ? Parce que Washington ne cherche pas à punir le Rwanda en tant que nation, mais à créer les conditions d'un changement de leadership. C'est une stratégie de pression calibrée, suffisamment forte pour fragiliser Kagame politiquement, mais pas assez pour déstabiliser complètement le pays. Le paradoxe Kagame, partenaire devenu problème. Il faut reconnaître l'ironie de cette situation. Kagame a longtemps été le chouchou de l'Occident. Bill Clinton l'a qualifié de l'un des plus grands leaders de notre époque. Tony Blair l'a conseillé personnellement. Les investisseurs internationaux ont afflué vers Kigali, attirés par la stabilité, la faible corruption et une vision de développement claire. Mais ce qui faisait la force de Kagame, son pragmatisme impitoyable, sa volonté de projeter la puissance rwandaise au-delà de ses frontières, est devenu son talon d'Achille. Les interventions répétées au Congo, bien que motivées par des préoccupations sécuritaires légitimes du point de vue rwandais, ont fini par lasser même ses plus fervents supporters occidentaux. Washington se trouve donc face à un dilemme. Comment préserver les acquis du développement rwandais tout en éliminant ce qui est perçu comme un facteur de déstabilisation régionale? La réponse, orchestrer une transition contrôlée. Les candidats potentiels, un échiquier complexe. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Rwanda post-Kagame n'est pas un vide politique. Plusieurs figures émergent, chacune avec ses forces, ses faiblesses et ses connexions internationales. Premièrement, Louise Mushikiwabo, l'actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Ancienne ministre des Affaires étrangères, Mushikiwabo représente le visage diplomatique du Rwanda. Elle est parfaitement bilingue, respectée sur la scène internationale, et cruciale, elle a maintenu d'excellentes relations avec Washington même pendant les périodes de tension. Pour les États-Unis, elle représente la continuité sans Kagame, une option séduisante qui permettrait de préserver la stabilité tout en tournant la page. Deuxièmement, le général James Kabarebe, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise et figure controversée pour son rôle présumé dans les guerres congolaises. Kabarebe représente l'establishment sécuritaire, la vieille garde du Front patriotique rwandais. Mais c'est précisément ce qui le rend inacceptable pour Washington. Sa nomination serait perçue comme la perpétuation de la même politique interventionniste que les sanctions visent à éliminer. Troisièmement, les technocrates de la nouvelle génération, des figures comme Uziel Ndajimana, ministre des Finances, ou Claire Akamanzi, directrice générale du Rwanda Development Board. Ces individus, formés dans les meilleures universités occidentales, représentent un Rwanda moderne, orienté vers le développement économique plutôt que les aventures militaires. Pour Washington, ils incarnent l'avenir idéal, un leadership rwandais légitime mais malléable. La stratégie du soft power américain. Mais comment Washington influence-t-il concrètement cette succession? La réponse réside dans une combinaison sophistiquée de leviers économiques, diplomatiques et culturels. Les programmes d'échange académiques jouent un rôle crucial. Depuis 2 décennies, des centaines de jeunes cadres rwandais ont été formés aux États-Unis à travers des programmes comme la Young African Leader Initiative, YALI, ou les bourses Fulbright. Ces individus reviennent avec non seulement des compétences techniques, mais aussi une vision du monde façonnée par l'expérience américaine. Ils forment aujourd'hui un réseau d'influence au sein des institutions rwandaises. Les investissements ciblés constituent un autre levier. Des entreprises américaines comme Andela ou Zipline, qui opèrent au Rwanda, créent des liens de dépendance économique. Mais plus subtilement, elles créent aussi des constituencies, des groupes d'intérêt qui bénéficient de la relation avec les États-Unis et qui, le moment venu,
seront des voix en faveur d'un leadership pro-occidental. Les canaux diplomatiques informels sont peut-être les plus importants. Les rencontres discrètes entre diplomates américains et figures montantes rwandaises, les invitations à des conférences internationales, les signaux subtils de soutien ou de désapprobation, tout cela façonne le paysage politique sans jamais apparaître dans les communiqués officiels. Troisième partie, les intérêts stratégiques en jeu. Le Rwanda dans le grand échiquier africain. Pour comprendre pourquoi Washington investit tant d'énergie dans cette question, il faut élargir la perspective. Le Rwanda n'est pas important en lui-même avec ses 13 millions d'habitants et son absence de ressources stratégiques majeures. Son importance est géopolitique et symbolique. Géopolitiquement, le Rwanda est la clé de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Cette région abrite des ressources minérales essentielles à la transition énergétique mondiale, cobalt, coltan, lithium. La RDC seule possède plus de 70% des réserves mondiales de cobalt. Un Rwanda stable et prévisible est essentiel pour sécuriser l'accès occidental à ces ressources face à la compétition chinoise croissante. Symboliquement, le Rwanda représente le modèle de développement autoritaire efficace en Afrique. Si ce modèle peut être réformé et orienté dans une direction plus démocratique sans perdre son efficacité, cela fournirait un blueprint pour d'autres pays africains. C'est l'idée d'une transition douce du développementalisme autoritaire vers une gouvernance plus ouverte. Est la compétition avec la Chine, le facteur invisible. Il serait naïf d'ignorer la dimension sino-américaine de cette équation. La Chine a massivement investi au Rwanda ces dernières années. L'aéroport international de Kigali, le Convention Center, des kilomètres de route, tout porte la marque du financement chinois. Mais contrairement à d'autres pays africains, Kagame a joué un jeu équilibré, maintenant de bonnes relations avec Beijing tout en préservant ses liens occidentaux. La question pour Washington est, un successeur de Kagame maintiendra-t-il cet équilibre ou penchera-t-il davantage vers l'un ou l'autre camp? C'est pourquoi les États-Unis cherchent activement à cultiver des relations avec les futurs leaders potentiels avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir. L'objectif n'est pas nécessairement de créer un État client, mais de s'assurer que le prochain leadership rwandais comprenne la valeur du partenariat occidental et ne bascule pas entièrement dans l'orbite chinoise. Quatrième partie, les scénarios de transition. Scénario 1, la transition orchestrée. Dans ce scénario optimiste du point de vue de Washington, Kagame reconnaît que le coût politique des sanctions dépasse les bénéfices de rester au pouvoir. Il pourrait annoncer qu'il ne se représentera pas en 2029, tout en orchestrant une transition vers un successeur choisi. L'idéal américain serait quelqu'un comme Mushikiwabo ou un technocrate respecté, quelqu'un qui peut préserver la stabilité interne tout en adoptant une politique étrangère moins agressive. En échange, les sanctions seraient levées progressivement, l'aide internationale reprendrait, et le Rwanda serait réintégré dans le concert des nations. Cette transition serait présentée comme un triomphe de la démocratie africaine, un leader fort qui accepte volontairement de céder le pouvoir. Washington y gagnerait un précédent important et un partenaire renouvelé dans une région stratégique. Scénario 2. La résistance et l'escalade. Mais Kagame n'est pas connu pour céder facilement. Un second scénario, plus probable selon certains analystes, verrait le président rwandais doubler la mise, resserrer son contrôle interne, approfondir les liens avec des partenaires alternatifs comme la Chine ou la Russie, et défier ouvertement les sanctions occidentales. Dans ce cas, Washington serait confronté à un choix difficile, escalader davantage les sanctions, risquant de pousser le Rwanda entièrement hors de la sphère d'influence occidentale, ou accepter une impasse prolongée. Ce scénario pourrait conduire à une période d'instabilité régionale accrue, avec le Rwanda cherchant à démontrer sa capacité à résister à la pression occidentale. Scénario 3. La transition chaotique. Le troisième scénario, le plus inquiétant, implique une transition non planifiée, que ce soit pour des raisons de santé, un coup d'État interne ou une crise politique imprévue. Sans un mécanisme de succession clair, le Rwanda pourrait connaître une période de luttes intestines entre différentes factions du FPR. Ce chaos serait catastrophique non seulement pour le Rwanda, mais pour toute la région. C'est précisément ce scénario que Washington cherche à éviter par sa stratégie proactive de cultivation des futurs leaders. L'idée est d'avoir des interlocuteurs identifiés et des canaux de communication établis, quelle que soit la manière dont la transition se produit. Cinquième partie, les implications régionales et l'effet domino dans les Grands Lacs. La succession rwandaise ne se produira pas dans un vide. Elle aura des répercussions immédiates sur l'ensemble de la région des Grands Lacs. En RDC, le départ de Kagame pourrait être perçu comme une opportunité de régler définitivement la question du M23 et de la sécurité à l'Est. Mais cela dépendra entièrement de qui prend la relève à Kigali et de quelle politique il ou elle adoptera vis-à-vis du Congo. En Ouganda, Museveni observe attentivement. Ancien allié puis rival de Kagame, le président ougandais voit dans cette situation à la fois une opportunité et une menace. Une opportunité de restaurer l'influence ougandaise dans la région si le Rwanda s'affaiblit. Une menace si le modèle de transition rwandaise inspire des demandes similaires en Ouganda au Burundi, la transition rwandaise sera scrutée avec une attention particulière.
Les deux pays partagent une histoire commune et des défis similaires de réconciliation post-conflit. Le modèle de succession rwandais pourrait établir un précédent pour la région. Le rôle de l'Union africaine et des organisations régionales. L'Union africaine se trouve dans une position délicate. D'un côté, elle a traditionnellement défendu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. De l'autre, elle ne peut ignorer les implications régionales de la succession rwandaise. Washington travaille activement avec l'EA pour s'assurer que la position de l'organisation régionale s'aligne avec ses objectifs. Cela implique des discussions sur les normes de gouvernance, les mécanismes de transition pacifique du pouvoir, et le rôle de la communauté internationale dans la facilitation de ces processus. Et la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, sera particulièrement importante. Le Rwanda y joue un rôle central, et toute instabilité à Kigali affecterait les projets d'intégration régionale. Washington encourage l'EAC à développer des mécanismes qui favoriseraient une transition pacifique et démocratique. Sixième partie. Les limites et contradictions de la stratégie américaine et l'hypocrisie démocratique. Il faut reconnaître une contradiction fondamentale dans l'approche américaine. Pendant des années, Washington a soutenu Kagame malgré des élections douteuses, la répression de l'opposition et des assassinats présumés de dissidents à l'étranger. Aujourd'hui, invoquer la démocratie et la bonne gouvernance comme justification pour pousser à un changement de leadership semble opportuniste. Cette hypocrisie n'échappe pas aux observateurs africains. Elle alimente le narratif selon lequel les États-Unis n'appliquent les principes démocratiques que lorsque cela sert leurs intérêts stratégiques. Cela complique la tâche de Washington pour construire une coalition de soutien autour de sa vision pour le Rwanda post-Kagame. Le risque de déstabilisation. En poussant pour un changement de leadership, Washington joue avec le feu. Le Rwanda reste un pays traumatisé par le génocide de 1994. La stabilité actuelle, aussi imparfaite soit-elle, est précieuse. Toute transition mal gérée pourrait rouvrir d'anciennes blessures ethniques et sociales. Les États-Unis ont-ils vraiment la capacité de gérer les conséquences imprévues de leur ingérence? L'histoire récente de l'Irak à la Libye suggère que Washington est meilleur pour renverser des régimes que pour gérer ce qui vient après. Le Rwanda mérite-t-il d'être la prochaine expérience? L'agence rwandaise, un facteur souvent sous-estimé. Enfin, il y a une tendance dans ces analyses à traiter les Rwandais comme de simples pions dans un grand jeu géopolitique. C'est profondément erroné. Les élites rwandaises, formées dans le creuset du génocide et de la reconstruction, sont des acteurs sophistiqués avec leurs propres agendas et capacités. Ils comprennent parfaitement ce que Washington essaie de faire. La question n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent imposer leur volonté, mais plutôt comment les acteurs rwandais vont naviguer, manipuler et éventuellement subvertir ces pressions externes pour servir leurs propres intérêts. Conclusion. Vers quel avenir? Alors, que nous réserve l'avenir? La vérité est que personne ne le sait avec certitude. La succession de Kagame reste l'une des grandes inconnues de la politique africaine contemporaine. Ce qui est clair, c'est que Washington a fait le pari stratégique que cette succession est inévitable et qu'il vaut mieux la façonner que la subir. À travers une combinaison de sanctions, d'incitations économiques, de cultivation des futurs leaders et de diplomatie multilatérale, les États-Unis tentent de créer les conditions d'une transition qui servirait à la fois les intérêts américains et la stabilité régionale. Mais le succès de cette stratégie dépendra de nombreux facteurs. La capacité de Washington à maintenir une pression cohérente sans aliéner complètement Kigali. La volonté des partenaires européens et régionaux à coordonner leur politique et surtout les décisions que prendront Kagame lui-même et les élites rwandaises. Pour nous, observateurs de cette région fascinante, les prochaines années seront décisives. Elles détermineront non seulement l'avenir du Rwanda, mais aussi établiront des précédents pour toute l'Afrique sur la manière dont se gèrent les transitions de pouvoir dans les régimes développementalistes et autoritaires. Une chose est certaine, le Rwanda post-Kagame sera différent. La seule question est de savoir à quel point, et qui en contrôlera vraiment le récit. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de cette stratégie américaine? Est-elle légitime ou représente-t-elle une ingérence néocoloniale? Le débat est ouvert.